rendre service, et je les en remercie. Donc, ils n'étaient pas forcément suspects d'apnée du sommeil. Et 36% avaient un syndrome d'apnée obstructive du sommeil modéré ou limite et ont été revus par le service un an après pour une nouvelle polysomnographie. Il y en avait une qui s'était aggravée et qui devrait être appareillée. Sur les 10 syndromes d'apnée obstructive du sommeil, 7 ont eu l'installation d'une ventilation nocturne en pression positive, ce qu'on appelle une CPAP, avec une bonne observance. 2 ne l'ont pas accepté. Il y en a un d'emblée qui n'a même pas voulu faire l'essai, un autre qui a eu un essai mais qui n'a pas été poursuivi. Et une a refusé, mais elle a fait un régime. Elle a maigri de 20 kilos. Sa mère a aussi, parce qu'on avait constaté que c'était surtout quand elle était en position couchée qu'elle avait des apnées. Donc sa mère lui a cousu des balles au dos de son t-shirt. Et en fait, la nouvelle polysomnographie est normale, alors qu'elle avait un taux d'apnée très élevé. Ce qui est intéressant dans notre étude, je parle de Saint-Étienne, et avec notre ORL de référence, c'est qu'en fait, elle a aussi fait une évaluation auditive et qu'elle a trouvé des surdités nécessitant un appareillage chez 7 personnes. Qui n'avaient pas été du tout. Donc certaines d'ailleurs chez qui on a trouvé aussi les apnées du sommeil et qui ont été appareillées. Donc vous voyez qu'elles sont ressorties de l'étude avec des appareils auditifs et une ventilation nocturne. Mais ça n'a pas du tout entaché leur qualité de vie, au contraire. Un diagnostic de 2 cholestéatomes, c'est une forme d'otite chronique de l'oreille qui détruit les structures de l'oreille moyenne et qui aboutit à des surdités. On a évidemment enlevé des tas de bouchons de cérumen, quelquefois avec beaucoup de tentatives, et puis des surdités légères au presbyacousie qui sont suivies actuellement et qui n'étaient pas connues. Et puis aussi, quand une surdité ne trouve pas de cause évidente auprès de l'ORL, maintenant on fait passer des scanners. Et on a trouvé des malformations, et c'est vrai que c'est aussi un élément à connaître. En fait, il y a aussi un contexte malformatif au niveau de l'appareil auditif chez les personnes avec une trisomie 21. Et que ces malformations peuvent aboutir à des surdités et que quelquefois elles sont opérables et améliorent l'audition. Voilà, donc bien sûr nous n'avons pas le nombre de patients inclus attendus, puisque l'étude maintenant n'inclut plus de personnes, mais ce n'est pas de notre fait, puisqu'il y a eu un centre qui n'a quasiment pas fonctionné. Le taux important de syndrome d'apnée obstructive du sommeil, effectivement, était attendu, mais il faut se méfier du biais de recrutement dont je vous ai parlé. Et je pense qu'une des conclusions, c'est qu'il faut absolument, au cours de la consultation médicale chez le médecin généraliste, qu'il y ait des questions sur le sommeil, que cela fasse partie de la consultation habituelle, parce qu'on arrive tout à fait à se dire qu'il y a un risque que cette personne présente ce problème. Et je voudrais insister sur l'impact positif du traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, même si ça paraît très lourd. Quand il est nécessaire, il est très bien supporté. Les personnes peuvent vivre en autonomie avec leur appareillage. Elles se débrouillent très bien et sont autonomes pour l'utiliser. Voilà, je voulais remercier tous les professionnels de santé, y compris Michel Thiel d'ailleurs, qui nous a envoyé des personnes, qui se sont investis dans le projet, qui nous ont envoyé des patients, toutes les personnes avec une trisomie 21 qui ont accepté de participer à cette étude et qui vont, je l'espère, accepter aussi de participer aux différentes études qui redémarrent et aux essais thérapeutiques. On a besoin d'elles pour mieux connaître la trisomie 21 et faire en sorte que l'on puisse améliorer leur qualité de vie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bien, merci au docteur Bénédicte de Fréminville. Alors, tout de suite la discussion, je vais prendre par salve de 3 questions, et puis donc on y répondra et on fera le nombre de salves qu'il faut en restant à l'intérieur d'un quart d'heure. Bien, allez-y, donc qui veut poser une question? Monsieur, est-ce qu'il y a des micros baladeurs ou pas? Ah, il y a des micros sur les tables, pardon, je ne les vois pas d'ici. Alors, j'ai les projecteurs dans les yeux, allez-y. Si les enfants dorment avec la bouche ouverte, est-ce que ça aggrave les risques d'otite?
ou de troubles du sommeil. Bon, on va prendre 3 questions. Donc vous notez. Bien. Deuxième question. Oula, oui. Appuyez. Puis là, oui, oui. Le nombre d'heures minimum qu'il faut de ventilation, de PPC, c'est la nuit en principe, uniquement la nuit, la PPC. Le nombre d'heures minimum qu'il faut pour un enfant ou pour un adulte. D'accord. Oui, donc pour la qualité du sommeil. Troisième question, je prends par salve de 3. Oui, oui. monsieur. En pratique, comment se présente la polysomnographie à 5 paramètres? Puisqu'il était noté que ça pouvait se faire à domicile. Bien, merci. Alors, est-ce que la première question, c'est aussi vous qui répondez? La bouche ouverte, je vais commencer puisqu'il y en a 3. Alors, allez-y. Alors, est-ce que ça aggrave les apnées du sommeil? Je ne suis pas sûre que ça les aggrave. Par contre, je pense que c'est important dans les prises en charge rééducatives de développer la ventilation nasale parce que ça joue sur le développement aussi du massif intermédiaire de la face, sur la bonne circulation et le bon fonctionnement de la trompe de stage. Enfin, tout ça, je crois que c'est un ensemble. Donc, c'est quelque chose à travailler en rééducation. Mais non, autrement, je ne pense pas que ça aggrave les apnées du sommeil. Non, en revanche, ça peut être la signification d'une difficulté de respiration, oui. Puisque s'il y a une obstruction nasale, par exemple, vous allez respirer par la bouche automatiquement, puisque vous ne pouvez plus respirer par le nez. Donc, c'est peut-être là où il faut traiter, c'est peut-être là où il faut enlever des végétations adénoïdes si elles sont hypertrophiques. Et donc, avoir éventuellement besoin d'un examen ORL. Et la fibroscopie, qu'on peut parfaitement faire chez tout le monde, y compris chez le tout petit bébé, permettra de faire un diagnostic de précision sur l'état de ces voies aériennes. Bien, alors la deuxième question sur la qualité du sommeil. Donc vous parliez, non, c'est sur le traitement, le nombre nombre d'heures. Chez un enfant, combien il faut de... Non, c'est-à-dire qu'en fait, pour ce qui est du traitement des apnées du sommeil, quand on a une machine, maintenant la Sécurité sociale a décidé qu'elle ne remboursait plus, enfin qu'elle reprenait la machine, enfin qu'elle n'était plus remboursée, quand il n'y avait pas un minimum de 4 heures, je crois, d'enregistrement. Voilà. Donc si la personne ne garde pas 4 heures l'appareillage, il n'est plus remboursé par la Sécurité sociale. Ah, On peut peut-être faire un tout petit bémol là-dessus, dans la mesure où la caisse de sécu, en tout cas à Lyon, accepte de prendre en charge une ventilation inférieure à 4 heures si elle est médicalement motivée. Autrement dit, un essai d'appareillage qui traîne chez un adulte ou enfant porteur de trisomie 21, si on se donne la peine de faire un certificat pour la sécurité sociale, la machine ne sera pas enlevée en disant on a des problèmes d'adaptation et on peut garder la machine un peu plus longtemps. Mais effectivement, par rapport au nombre de machines qui traînent utilisées, et on parle surtout de la population générale, la Sécurité sociale a décidé dans le cadre du plan d'économie de récupérer tout ce qui traîne, que ce soit l'oxygène, que ce soit les appareils de ventilation ou les lits médicalisés qui ne servent pas. Il y a un gâchis colossal et c'est de là que vient le problème. Oui, pardon, je disais... Oui, mais je crois que ce n'était pas votre question exactement. Si, c'est ça. Non, la question, c'est le nombre d'heures. Non, parce que comme il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas la PPC, la VMI, ne supportent pas, j'essaye de leur dire, mettez-la au moins 4 heures chaque nuit, au moins, pour les motiver, c'est tout. Et donc, est-ce que, voilà, c'est pour ça, parce qu'il y a beaucoup de mes patients qui ne veulent pas, qui n'en veulent pas. oui, mais je pense que déjà 4 heures de ventilation correcte, c'est déjà bien. Je pense que c'est comme ça que ça a été établi, mais on voit le bénéfice. Voilà. Et après, pour la polygraphie, les 5 paramètres, je pourrais vous les dire, je les connais pas par cœur, je suis désolée. Mais en tout cas, on équipe les patients dans l'après-midi, ils repartent chez eux, et après, il y a juste un branchement que fait la famille. Mais il n'y a que 5 capteurs, quoi. Donc c'est beaucoup moins lourd, notamment, il n'y a pas tous les capteurs sur la tête. Enfin, voilà. Vous le savez ? Il me semble qu'il y a l'oxymétrie, le rythme cardiaque et la position du corps qui explique c'est ça, hein ? Donc il y a en fait le flux nasal, l'oxymétrie de pouls, la position, la respiration abdominale et la respiration thoracique. Ce qui permet effectivement de dire si le sujet est couché sur le côté droit, gauche, dos, ventre, et puis qu'à quel moment on est en flux buccal ou flux nasal, puisqu'il n'y a plus de flux nasal, c'est que c'est un flux buccal.
puisque l'apnée sera décelée par l'absence des mouvements, soit abdominaux, soit respiratoires. Bien. Alors, une autre série de questions. Madame, parlez bien dans le micro, oui. Comme le diagnostic de l'apnée de sommeil paraît difficile, surtout chez le nourrisson, et en plus ça réduit les capacités cognitives, est-ce qu'il ne serait pas préconisé de faire une polysomnographie de manière systématique pour dépister l'apnée du sommeil chez le nourrisson? D'accord, donc, examen systématique. Deuxième question, Jacqueline Landon. C'est juste demander si dans la salle, il y a des familles ou des jeunes qui ont un appareillage pour les apnées du sommeil et s'ils ont rencontré des problèmes techniques d'utilisation de ces appareillages. Comme j'ai l'occasion de m'exprimer, il y a peu d'études faites sur les apnées du sommeil et il faut féliciter Trisomie 21 France et Bénédicte de Fréminville d'avoir mis sur place ce plan, ce PHRC, car ce sera un départ, et j'ai été hier à Bruxelles, demander à ce que le sommeil, dans le cadre de la trisomie 21, soit une des priorités demandées pour avoir des sous de l'Europe. Bien, merci. Alors, n'oubliez pas la question qu'elle a posée, que Jacqueline a posée au début. Oui, monsieur. Oui, moi, c'était l'examen ORL d'un trisomique 21, ou plutôt en hôpital, plutôt dans un service spécialisé qu'un ORL classique, parce que ça paraît vraiment pointu sur le trisomique. Bien, alors, on commençait par la deuxième. Allez-y. L'examen ORL, je pense que déjà, le médecin généraliste peut parfaitement faire l'examen pour vérifier la taille des amygdales, pour vérifier s'il peut voir ou non les conduits auditifs et donc les tympans. C'est vrai que de temps en temps, comme je vous l'ai dit, ça peut être très difficile d'arriver à examiner les tympans de façon correcte parce que le conduit auditif est particulièrement étroit et qu'il est souvent encombré. Alors la fibroscopie, effectivement, il n'y a que les ORL qui peuvent les faire puisque ça reste compliqué. Mais bon, à partir du moment où l'enfant va faire beaucoup d'otites, il finira chez l'ORL quoi qu'il arrive. Donc, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut cerner ces problèmes d'audition assez rapidement, car c'est un surhandicap majeur. Alors, pour ce qui est des polysomnographies systématiques chez le nourrisson, moi je pense qu'on peut tout à fait se baser sur l'observation, sur l'interrogatoire de la famille, et puis voir, si, c'est vrai que si l'enfant a le nez perpétuellement encombré, il faut s'en méfier. Enfin voilà, après c'est aussi les médecins qui suivent l'enfant qui doivent s'alerter et demander effectivement un enregistrement. Parce que de toute façon, on va être confronté au fait qu'actuellement, pour avoir un enregistrement dans le service de Madame Franco, c'est 15 mois d'attente. Donc on ne peut pas faire des enregistrements à tous les nourrissons actuellement. Enfin, je pense que c'est très compliqué. Alors bien sûr, il y a des cas d'urgence où on arrive à passer, mais voilà. Mais par le bon sens, je pense qu'on peut suspecter ou pas un problème d'apnée du sommeil. Et puis il y avait une autre question. Non, c'est Jacqueline, je pense, qui demande. C'était plutôt une question. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont. Alors là, il y a 3 mains qui se lèvent, donc ça fait une salle de 3. Alors, 4. Bon, alors, monsieur. Renaud, tu veux parler? Monsieur au deuxième rang d'abord. Une réponse à Mme Landon. Mon gamin est équipé d'un système pour la nuit, là, et en fait, il a fait une allergie très marquée au niveau du masque. Donc aujourd'hui, on est en séquence où on a interrompu et on reprendra avec un nouveau masque, apparemment. Donc il y a quand même... allergie au niveau du masque. Monsieur au fond, je prends ce côté-là d'abord. Oui. Oui, donc simplement pour dire que ça existe chez les personnes non trisomiques parce que j'ai des apnées du sommeil et je suis appareillé et ça se passe très bien. Il ne faut pas s'en faire une montagne. Il suffit d'être bien convaincu que c'est absolument indispensable et qu'on n'a pas le choix. Et on dort très bien avec un masque. Et je dors d'ailleurs de façon absolument catastrophique quand je ne l'ai pas. Ça m'arrive exceptionnellement et je fais tout pour l'éviter. Donc voilà, il faut vraiment être bien convaincu et bien convaincre les personnes et leurs familles
que c'est pas du tout compliqué et que ça va bien améliorer la vie au quotidien. Je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur les sociétés qui viennent à domicile et pas hésiter à les recontacter si le masque ne va pas, essayer différents masques. C'est vrai que la morphologie des personnes avec une trisomie 21 complique quelquefois un petit peu les choses. Ils ont la peau très sèche, ça a tendance à dessécher encore plus. Voilà. Donc il faut vraiment les solliciter, les impliquer, elles sont là pour ça. Et moi, je sais que j'étais intervenue pour qu'elles viennent éventuellement un petit peu plus souvent à domicile, parce qu'il y a un certain nombre de visites qui sont prévues. Peut-être que les associations pourraient faire une demande dans ce sens-là. Quand une personne est porteuse de handicap et qu'elle est à son domicile, eh ben, qu'il y ait un petit peu plus de visites qui soient prévues dans le cadre, dans le forfait accompagnement des apnées du sommeil. Donc il y avait 2 mains qui s'étaient levées, madame. Oui, madame, au 4e rang. Oui, donc Diane a passé donc, une polysomnographie il y a 5 ans, donc elle est appareillée. On a mis 1 an à trouver le bon masque, puisque elle a un petit visage, donc il a fallu faire une taille XS, et puis elle a un appareil dentaire, une parodontie, donc c'est compliqué avec au niveau de ses dents. Moi, je trouve que c'est pas simple parce que effectivement au niveau de l'autonomie, quand je suis pas là, elle veut pas le mettre. Donc quand on fait la Sécu donc fait la moyenne effectivement du nombre d'heures sur 6 mois en général. Enfin nous on est sur Paris. Et entre les nuits où elle l'a gardé et les nuits où elle l'a pas mis, c'est vrai qu'on est tout juste à la moyenne des 4 heures. Ensuite, au niveau autonomie, il faut penser qu'elle nettoie son masque, sinon, enfin voilà, elle le fait pas. Donc, si moi je suis pas là, le masque n'est pas nettoyé. Il faut le nettoyer tous les jours. Elle a donc des problèmes de peau, des petits boutons qui se forment quand c'est pas nettoyé. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même pas si évident que ça. Merci Agnès. Alors, au fond, oui, monsieur. Oui, bonjour. Pierre Jarpontel, parent. Donc, je parle au nom de mon fils qui hésite à s'exprimer en public. Donc, d'une part, effectivement, et là je reviens sur ce qui a été dit sur la sécurité sociale, les débuts ont été très difficiles et au début on était un petit peu tangent parce qu'il le retirait spontanément en plein sommeil. Donc la période d'adaptation a été très longue, donc il est effectivement important que la sécurité sociale soit très tolérante quand il y a des circonstances particulières. Un petit truc qui a beaucoup servi par contre pour faire des progrès, ça a été son autocontrôle. C'est-à-dire qu'il a appris à regarder le nombre d'heures qu'il avait fait durant la nuit, et le fait d'avoir cette notion le fait progresser. Simplement, il faut lui rappeler de temps en temps qu'il faut qu'il se fasse une séance de surveillance pour que ça marche bien. Donc c'est important, ils en sont, enfin, en tout cas, lui en est capable, et je pense que beaucoup en sont capables. Ce rétro-contrôle personnel est important. Dernier petit point qui n'a rien à voir, et ce que disait Madame de Fréminville sur la simplification et sur le dépistage automatique. Je pense qu'il serait effectivement intéressant de continuer à descendre dans la simplification, si ce n'est du diagnostic, du moins d'un dépistage, pour dépister ceux qui méritent un diagnostic plus précis. J'ai vu qu'il y avait des interrogatoires. On a pu simplifier aussi le test lui-même. Est-ce qu'on pourrait arriver à un diagnostic simple de 80% des cas, par exemple, pour prendre la règle des 20-80, ça semblerait intéressant. Donc là, on a une nouvelle question. Est-ce il va falloir qu'on arrête dans... Donc je prends encore deux questions. S'il y en a, il faudra qu'on arrête. Donc il y a monsieur... Merci. Je voulais savoir si l'étude sur les apnées avait démontré des liens potentiels avec certaines maladies comme les bronchiolites ou les angines, des choses comme ça. Merci. Bon. Donc, on va arrêter là. Donc, il y a monsieur, puis monsieur. Le dépistage de 80% des apnées. Ben là, nous, on n'a pas les résultats des relectures avec les 5 paramètres pour les adultes. Peut-être que pour les adultes, on va avoir une confirmation qu'effectivement, on peut n'étudier que 5 paramètres. À ce moment-là, de faire des polygraphies à domicile, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein, à condition que la personne accepte bien l'appareillage qui est quand même succinct.
Voilà, moi je ne peux pas en dire plus parce que vraiment je ne suis pas spécialisée dans le domaine non plus, donc c'est compliqué pour moi. Et après, je ne me souviens plus de la dernière question par contre. C'était quoi? Oui, je pense qu'en ce qui concerne les problèmes ORL récurrents, c'est peut-être la cause du problème aussi. Si vous avez une hypertrophie majeure des amygdales, on n'a pas parlé des amygdales linguales qui sont une structure de type amygdale qui se situe à la base de l'angle, qu'on ne peut pas la traiter chirurgicalement, sauf à faire un peu de laser dessus éventuellement. Mais si vous avez une obstruction importante du carrefour par les amygdales hypertrophiques et par les végétations, de temps en temps, et heureusement, une ablation de ces structures permet une normalisation des troubles du sommeil, sans avoir besoin d'appareiller. Ça paraît évident. Pour que notre matinée puisse continuer, donc, alors merci à nos deux orateurs. Et... Merci. Donc maintenant, je passe le micro au docteur Michel Thiel qui va introduire le bloc suivant. Qui va accueillir le professeur Sanlaville pour diagnostic et dépistage. Tu en as ramené un autre? Donc, le professeur Damien Sanlaville est à l'HFME. Vous l'avez vu apparaître sur la diaporama précédent puisqu'il a été intervenant dans l'étude précédente et responsable du laboratoire de cytogénétique et animateur de la consultation enfant trisomique 21 sur Lyon. Sur l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron. Bonjour tout le monde, je remercie déjà les organisateurs de m'avoir convié à cette journée Journée mondiale de la trisomie 21, sur un sujet effectivement qui est important, peut-être parfois difficile, qui est celui du dépistage et du diagnostic de la trisomie 21. Donc comme ça ne s'ouvre pas en PowerPoint, je vais prendre le PDF que j'avais envoyé. Hop, j'ai fait un CTRL-L. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de parler de dépistage et diagnostic de la trisomie 21. Donc je pense qu'un premier point, un souci de synchro. Ah, alors là, c'est pas de ma faute. Ah oui, d'accord. Ouais. Peut-être qu'il faut refaire en fonction quelque chose. Effectivement, c'est pas... Il est toujours bloqué sur l'autre. Ouais, bah sinon aussi l'autre, mais de toute façon c'est un problème de renvoi. Il est lancé, il est là. Il va être, il est lancé. Je suis désolé, moi je vois mes diapos, mais pas vous. Bon. Quelqu'un qui s'y connaît en PC qu'on le rebranche. Ah, si, attends, on voit ta flèche. Redescends sur le bureau, là. Non, mais là, on n'est pas du tout synchronisé sur ce qu'on... Vous n'avez pas une fonction quelque chose? Il faut dupliquer l'écran. Fonction... Normalement, c'est une effet... Surtout qu'on voit la souris, quand il a bougé sur l'autre. Dupliquer. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a le fond d'écran qui apparaît, donc tout est connecté. Hein. Tu vois, regarde, quand tu bouges la souris, elle bouge sur l'écran. C'est qu'il ne voit pas de bon truc. Je vais brancher mon PC, je pense que ça ira mieux. Je vais brancher mon PC, ça ira bien.
mon PC. Non, mais tout à l'heure, ça fait ça la même chose quand on introduit une clé. Quand on introduit une clé, l'écran, je sais pas. On va reprendre le... C'est qu'on introduit la clé que ça... Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est... Ça n'a rien à voir. Tiens, c'est celui-là. Vous avez mis un deuxième écran. Et là, il reprend. Allez, c'est nickel, pas besoin de tout ce café. Voilà, donc je pense qu'on va y arriver. J'ai bien fait de venir avec mon PC finalement. J'en avais un autre. Voilà. Tout le monde voit bien maintenant? Oui, ça a l'air de passer. Je vous remercie. Donc, je pense le point crucial de cette présentation, et qui est difficile à comprendre, je le conçois, c'est la différence en médecine entre un dépistage et un diagnostic. Donc, en fait, un dépistage, c'est un test médical qui va permettre de rassurer ou signifier un risque. On va chercher une population qui a risque de développer une maladie. Donc, ce n'est pas un diagnostic. On va voir des gens qui sont plus à risque de telle ou telle maladie et des gens qui sont moins à risque. C'est en fait des probabilités. Ce n'est pas une certitude. Le diagnostic conclut, à partir de l'examen clinique, de différents examens qui sont proposés, en fait, un diagnostic, c'est-à-dire une certitude. Concernant la trisomie 21, il y a une trisomie 21 ou il n'y a pas de trisomie 21. Ce n'est plus une probabilité où on vous dit il y a un risque sur 10, un risque sur 100. La réponse est oui ou non. Et je pense que cette distinction est extrêmement importante à comprendre. Parce que dans la notion de probabilité, cette notion de risque est difficile. La notion de l'appréciation du risque. En fait, un risque sur 100, est-ce que ça a la même valeur pour une personne ou une autre personne? Un risque sur 200, un risque sur 1000, quel est le poids de ce risque? Et donc, on fait des consultations avec Françoise Oudelier, qui est psychologue dans le service, qui est présente ici. Et pour certains parents, quand on fait le diagnostic à la naissance et qu'on revient sur l'histoire et qu'il y avait par exemple un risque sur 300, ils nous disent mais un risque sur 300 c'était énorme. A posteriori ça peut paraître énorme parce que finalement l'enfant est né avec une trisomie. Mais la notion de comprendre qu'il y a un risque et qu'il n'y a pas une certitude est souvent un passage difficile. Et outre cette notion d'appréciation du risque, je pense qu'il y a une autre notion qui est la valeur et l'enjeu sous-jacente. Et dans la trisomie 21, on parle en fait d'un futur enfant, d'un bébé, et donc du coup il y a une valeur importante, un enjeu important sur ce test de dépistage. Alors en fait, sur le dépistage, il n'y a pas que la trisomie 21, et au cours de ces 50 dernières années, il y a eu une évolution très importante des pratiques autour de tout ce qui est, on va dire, la médecine fœtale. Les techniques ont évolué, les connaissances ont évolué, et il y a 50 ans, il y avait un examen clinique de la grossesse, et maintenant il y a tout un tas de choses qui sont proposées. Les premières choses qui ont été proposées, c'est au niveau infectieux. En 59, la toxoplasmose. Je pense que vous avez tous entendu parler de la toxoplasmose. Dans les fins des années 60, on a pu mettre au point un vaccin pour la rubéole, qui, si la femme est enceinte et prend la rubéole, donne des risques pour le bébé. Il y a eu les examens prénuptiaux qui ont été mis en place. L'échographie, débutée en 74, d'abord en 2 dimensions, puis en 94 en 3 dimensions, puis en 2002, 4 dimensions, on peut voir bouger le bébé. Et ces échographies sont de plus en plus performantes. On peut voir de plus en plus de choses fines. Maintenant, on peut voir très bien le cœur. Et même, on peut faire des IRM du cerveau pendant la grossesse. Donc, c'est un dépistage de plus en plus sensible. Au niveau génétique, comme vous le savez, en 1959, il y a eu la découverte de la trisomie 21. Donc, on a pu faire des karyotypes. Et dans les années 70, on a pu le faire sur du matériel fœtal, soit du liquide amniotique, soit des villosités choriales, soit du sang fœtal. Et puis il y a aussi des progrès, outre la cytogénétique, dans les maladies géniques qui touchent les gènes. Donc il y a tout un tas d'évolutions au niveau génétique. Au niveau obstétrical, c'est la même chose. Il y a eu tout un tas d'évolutions. Les obstétriciens ont appris à faire ce qu'on appelle la ponction liquide amniotique. Je pense que chacun connaît sous le nom d'amniosynthèse. Vous savez, on met une aiguille pour prendre du liquide qu'il y a dans le ventre de la maman. Ça a débuté en 70, ce qui veut dire que dans les années 70, à Lyon, je crois que la première ponction de liquide amniotique avec karyotype fœtal, c'est 72. Donc on a pu récupérer des cellules, on a su les cultiver, et on a pu faire le premier karyotype
durant une grossesse au cours des années 70. En 82, on a pu faire un diagnostic plus tôt sur les villosités choriales, parce qu'on peut prélever des villosités, c'est-à-dire du matériel qui est dans le placenta de la maman. Plus tôt, le liquide amniotique, il apparaît que vers 14 semaines d'aménorrhée, donc vers 2 mois et demi de grossesse, 2 mois et demi. Les villosités choriales, le placenta, on peut y accéder plus tôt. Et puis plus tard, on a pu faire des ponctions de sang fétal, mais c'est très rarement fait. Quel est le problème principal de ces prélèvements dits invasifs? Ils sont invasifs parce que du coup, on va être obligé de faire un geste pour prendre des cellules à l'intérieur du ventre de la maman. C'est le risque de fausse couche. Et ça, je pense que vous devez le savoir. Ce risque de fausse couche est évalué à 0,5-1%. Et là encore, on est dans des probabilités. C'est-à-dire que quand on fait ces prélèvements, il y a 1% de risque que dans les suites du prélèvement, le bébé, en fait, il y ait une fausse couche. Il y a quand même 99% de chances que tout se passe bien. Et puis, il y a aussi la législation qui a évolué. Donc, vous voyez, il y a eu les maladies infectieuses, il y a eu la génétique, il y a l'échographie, il y a les techniques obstétricales, mais il y a aussi la législation avec les lois de bioéthique qui ont été promulguées en fait en juillet 1994. Et il y a eu une définition assez claire du diagnostic prénatal. Et le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero, c'est-à-dire durant la grossesse, chez l'embryon ou le fœtus, ce qui veut dire très tôt dans la grossesse, mais aussi très tard dans la grossesse, puisqu'en France, on peut faire ce dépistage dès la connaissance de la grossesse jusqu'au terme de la grossesse, une affection d'une particulière gravité, et la phrase continue en disant « incurable au moment du diagnostic ». Donc c'est clair, mais il y a aussi une liberté qui est laissée, c'est qu'est-ce que la particulière gravité incurable au moment du diagnostic. Et donc du coup, il y a des discussions sur cette notion de particulière gravité. Et donc ont été créés par arrêté en 1999, ce qu'on appelle vulgairement, enfin, par abréviation des CPDPN, ce qui veut dire Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Et donc toute la médecine fœtale passe par ces centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Ils vont favoriser l'accès aux couples, aux activités, que ce soit cliniques, radiologiques, biologiques. Ils vont donner des avis quand ils sont sollicités sur quel est le diagnostic. On a trouvé un problème chez le bébé, est-ce qu'on a une idée diagnostique? Est-ce qu'on peut proposer quelque chose? In utero, malheureusement très rarement, mais après la naissance, par exemple, il y a un problème de cœur, on pourra l'opérer, on ne pourra pas l'opérer. Pronostic, est-ce que ça va être grave ou ça ne va pas être grave? Dans le but d'aider au maximum le couple, de l'informer au maximum. Et pour arriver à faire cela, ces CPDPN vont poser des indications. Il faudrait faire une IRM, il faudrait faire un cariotype, il faudrait faire ça, etc., etc. Ils ont aussi un rôle de formation. Et puis, bon, ça, c'est pas le sujet du jour, c'est les diagnostics préimplantatoires. Et puis, si jamais les parents trouvent que le diagnostic et le pronostic sont graves, ils peuvent demander une interruption médicale de la grossesse. Mais en fait, c'est ce centre qui va accepter ou refuser la demande des parents en fonction de la loi. Est-ce que c'est une maladie d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic? Et donc, s'est développé ces dernières années tout le champ de la médecine fœtale. Alors en France, vous le savez, il y a une politique nationale de dépistage de la trisomie 21. Et donc pourquoi? Alors c'est la maladie chromosomique la plus fréquente. Avant le dépistage, une naissance sur 700. C'est la première cause de difficultés intellectuelles. Et il est possible, je viens de vous le montrer, de faire un diagnostic avant la naissance. Les obstétriciens peuvent prendre des cellules et les généticiens peuvent faire le cariotype du fœtus. Et même si ce n'est pas très agréable, il y a aussi d'autres arguments, sur lesquels d'ailleurs on a beaucoup de mal à avoir des chiffres, c'est des intérêts économiques de prise en charge en termes de santé publique. Alors ce dépistage de la trisomie 21 s'est développé ces dernières années et continue à évoluer, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et donc il a été mis 4 indications historiquement, et je vais revenir sur chacune d'elles. Les antécédents familiaux, l'âge maternel, les marqueurs sériques, la fameuse prise de sang qu'on propose, et les signes d'appel échographique. Alors je vais citer 3 fois le professeur Jean-François Mattei, qui est généticien, pédiatre, qui est ancien ministre de la Santé et actuellement président de la Croix-Rouge française, qui disait, et il a beaucoup œuvré sur cette question et beaucoup écrit, la génétique avait le désir de répondre à la demande singulière de couples confrontés à une situation spécifique
et le plus souvent déjà frappés par le malheur. À défaut de pouvoir guérir, on acceptait la possibilité de supprimer le nouvel enfant atteint. L'intention était bien de rassurer ces couples en leur permettant de concevoir et mettre au monde des enfants normaux qu'ils souhaitaient. Ça, c'est les années 70. L'impulsion initiale du prénatal, c'était de dire, ben voilà, il y a déjà eu un enfant avec un problème, on est capable de faire le diagnostic, et vous êtes capable de faire un enfant qui n'aura pas ce problème, et on peut vous répondre avec certitude, oui, il y a une récidive, ou non, il n'y a pas de récidive. Et c'était l'intention première de ce diagnostic prénatal. Mais ensuite, il y a eu une augmentation dans les indications, il y a l'âge maternel. Alors ce graphique, en fait, montre le nombre d'enfants porteurs de trisomie 21 pour 1000 naissances en fonction de l'âge de la maman. C'est le seul facteur de risque connu. L'anxiété, les médicaments, l'environnement, les toxiques, enfin, il n'y a pas d'autres facteurs de risque connus. Et donc, vous voyez que globalement, jusqu'à 35-38 ans, le risque pour la population générale est le même, mais après 38 ans, le risque devient plus important. Et donc, il a été fixé qu'au-delà de 38 ans, avec un risque d'environ 1 sur 250, il était licite de proposer un diagnostic et de ne pas rester dans du dépistage. Troisième point, c'est les marqueurs sériques. En fait, les biochimistes ont vu que quand on faisait une prise de sang à la mère, on pouvait doser des protéines, et en fonction du dosage de ces protéines, le risque que le fœtus soit trisomique était plus ou moins important. Et donc, du coup, ça, c'est une courbe de Gauss. Et quand les chiffres étaient de ce côté-là de la courbe de Gauss, eh bien, le risque était supérieur à 1 sur 250. Et donc, par exemple, vous aviez des comptes rendus avec 1 sur 100, 1 sur 1000, etc. Et si c'est 1 sur 100, on pouvait proposer un diagnostic. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'échographie au premier trimestre avec la clarté de nuque. Alors là, c'est peut-être pas facile à voir. Il y a les pieds du bébé, le ventre du bébé, la tête du bébé. Et là, on mesure la nuque. Et en fait, plus cette nuque augmente, là on a la face du bébé et son abdomen, et là la clarté de nuque, elle est à 3 mm, et là la clarté de nuque est très importante. Et plus la clarté de nuque est importante, et plus on sait qu'il y a un risque d'anomalie des chromosomes, pas forcément la trisomie 21, aussi d'autres anomalies. Donc, le professeur Mathieu résumait cette évolution au cours de ces 20 dernières années en disant « chemin faisant, sur des données statistiques et dans un souci d'égalité des chances, la stratégie initiale a évolué. Stratégie initiale que je vous ai dit au début, rassurer des parents qui avaient déjà eu un enfant avec un problème. Elle s'est adressée à des populations et plus à une personne singulière dont les grossesses étaient considérées à risque, fonction de l'âge maternel, des données échographiques, du dosage des protéines sériques, ce que je viens de vous expliquer. Il s'agissait moins cette fois de répondre à une demande personnelle que de diminuer le possible nombre de maladies ciblées. Chacun sait que l'affection concernée était la trisomie 21. Alors, ce dépistage séquentiel, en fait, quels étaient les résultats? Séquentiel, c'est-à-dire que finalement, la femme avait plus de 38 ans, on proposait un diagnostic. Elle avait des marqueurs sériques à 1 sur 100, on proposait un diagnostic. Donc, tout le long de la grossesse, de façon séquentielle, à chaque moment, on pouvait proposer un diagnostic à la patiente. Il y a une agence qui s'appelle l'Agence de la biomédecine qui fait des statistiques et qui demande à tous les gens qui font du prénatal de donner leur bilan d'activité. Donc, je ne vais pas expliquer tout le tableau. En 2007, il y a eu en fait 665 000 femmes qui ont eu les marqueurs sériques maternels et il y a eu 94 000 cariotypes fœtaux, c'est-à-dire 12%, plus d'une femme sur 10 qui avait un prélèvement invasif avec un risque de fausse couche. Pour des résultats qui n'étaient pas extrêmement bons, puisqu'en fait, 514 trisomies 21 détectées sur cariotype, donc confirmées sur ces 665 000. Et quand on regarde un peu dans le détail, taux de trisomie 21, par exemple, en 2007, sur l'âge maternel, 1,5%, signe d'appel échographie 6,2%, et les signes d'appel biologique, 1,1%. Ça veut dire quoi? Que le taux de faux positifs est très importante. La valeur prédictive positive, donc la probabilité que quand le test de dépistage dise il y a un risque de trisomie 21 et que l'enfant soit trisomique 21, il est très faible. Une femme sur 100 a un enfant trisomique 21 et 99% des femmes n'ont pas un fœtus trisomique 21. C'est-à-dire dans 99 fois sur 100, on va faire un cariotype fœtal qui va répondre normal. Et puis il y a un deuxième effet pervers où on s'en rend compte bien en consultation sur un diagnostic à la naissance, c'est qu'on rassure entre guillemets à tort.
les gens pensent que le dépistage est du diagnostic. Et dans l'expérience de consultation en période néonatale, les personnes nous disent « mais je ne comprends pas, on a fait tous les tests, donc il ne peut pas être trisomique 21 ». C'était du dépistage. Le risque, il existait. Faible, mais il existait. Et donc les personnes pensent que leur enfant ne pouvait pas être trisomique 21. Il pouvait, le risque était faible, mais il existait. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Donc pour essayer de diminuer le nombre de prélèvements invasifs, à partir de 2010, il a été décidé d'abandonner le dépistage séquentiel pour un dépistage dit intégré ou combiné. Ce dépistage, en fait, on fait la somme de tous les paramètres que je vous ai dit. On prend en compte l'âge de la mère, les marqueurs sériques qu'on fait au premier trimestre et la clarté nucale. Donc par exemple, la maman peut avoir 40 ans, mais si la nuque est très faible, les marqueurs sériques sont bons, le risque combiné de tout ça sera peut-être à 1 sur 1000. 1 sur 1000, et du coup, c'est inférieur à 1 sur 250, donc du coup, il n'y aura pas de diagnostic qui sera proposé. Et donc, c'est un risque que l'on rend. Tu me dis quand il me reste 2 minutes, 5 minutes, 4, 5, allez. Transmis par le médecin. Donc, on transmet le résultat par le médecin prescripteur, et si le risque est supérieur à 1 sur 250, on va proposer un diagnostic, donc le karyotype fœtal, qui va passer par un centre de diagnostic prénatal et qui peut, mais ce n'est pas une obligation, aboutir à une interruption médicale de grossesse. Donc très rapidement, les chiffres de l'Agence de biomédecine. En 2007, on avait fait 94 000 karyotypes. Vous voyez qu'en 2010, 55 000. On a diminué par ces stratégies de 40% le nombre de prélèvements invasifs pour en fait garder la même sensibilité sur le dépistage, puisqu'on était à 514, on est passé à 709 diagnostics de trisomie 21. Donc ça a été important. Ce dépistage, en fait, est aussi régi par la loi, et les derniers amendements, on passe d'une proposition systématique à une information systématique. Et donc, c'est peut-être une nuance, mais avant, les médecins étaient obligés de proposer systématiquement le dépistage. Maintenant, ils doivent informer qu'il est possible d'avoir un dépistage, mais la patiente peut refuser d'être informée, et donc, du coup, disent « moi, ça ne m'intéresse pas ». Alors qu'avant, on devait dire « bah oui, on peut vous dépister, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Il y a une petite modification de la loi. Et donc l'information est extrêmement importante pour garantir l'égalité d'accès au dépistage, permettre une décision éclairée. Et il y a le problème de ces probabilités, je pense, qui est vraiment difficile. Alors le parcours, c'est dépistage, suspicion de trisomie 21, prélèvement invasif, karyotype fœtal, trisomie 21. Et les gens croient que le parcours est obligatoire. Je veux insister lourdement sur le fait que ce parcours, il n'est pas une ligne droite. Les gens peuvent accepter le dépistage, peuvent être dans un groupe à risque et dire bon, 1 sur 200, c'est pas si important que ça, on ne peut pas prendre le risque de perdre le bébé. Par exemple, une femme, son premier bébé à 40 ans, elle n'a peut-être pas envie de prendre le risque d'une fausse couche. Ils veulent quand même savoir, prélèvement invasif, on fait le karyotype, et malheureusement, l'enfant est trisomique. Eh bien, ce n'est pas parce que l'enfant est trisomique que forcément, les médecins ou le couple doivent demander l'interruption. Il y a des parents qui veulent éventuellement savoir pour se préparer, mais donc, il n'y a pas une flèche droite. À chaque étape, le couple peut réfléchir et donner son avis sur ce parcours-là. Donc bon, je ne vais pas revenir sur le problème de la décision. Sur l'IMG, c'est des choses difficiles. Je vais finir en 2 minutes, 3, sur la dernière évolution du dépistage, ce qu'on appelle le DPN non invasif de la trisomie 21. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, le risque, c'est celui de la fausse couche. Quand on fait un prélèvement, il y a 0,5 à 1% de risque de fausse couche. Donc il y a environ certainement 450 fœtus sains qui en fait vont avoir une fausse couche alors qu'ils n'ont pas de maladie. Et donc, il fallait trouver des stratégies. Et donc, on sait qu'il y a des cellules fœtales dans le sang maternel, mais il y en a trop peu, on n'arrive pas à les récupérer. Par contre, on a découvert qu'il y avait de l'ADN du fœtus qui circulait dans le sang de la maman. Et ça, on arrivait à développer des tests. Donc du coup, dans le sang de la maman, il va y avoir de l'ADN de la maman, mais aussi un petit peu d'ADN du bébé. Et donc, on peut faire différents tests, dont la trisomie 21 qui est en train de se développer. Je ne vais pas vous expliquer la technique, je vais juste vous expliquer le principe. On a, dans la prise de sang de la maman, dans le plasma, à la fois de l'ADN de la maman et de l'ADN du bébé. Et on va utiliser des nouvelles techniques qu'on appelle de séquençage au débit. On va séquencer tout le génome de la maman et du bébé. Et l'hypothèse est de dire, si le fœtus est trisomie 21, on aura un peu plus de séquences du chromosome 21 que si le bébé n'est pas trisomique 21. On aura une surreprésentation puisqu'il y aura 3 doses au lieu de 2.
Et donc, il y a tout un tas de calculs statistiques sur lesquels je ne reviens pas, qui sont des Z-scores, qui comparent une femme qui n'attend pas d'un fœtus trisomique par rapport à une femme pour laquelle on ne sait pas. Et si le calcul statistique montre qu'il y a un excès de chromosome 21 dans le sang de la mère, on conclut que le fœtus est très probablement trisomique 21. Et en fait, les premières études montrent un taux de détection de 98,6%, qui est beaucoup plus de 1% que des marqueurs sériques. Et les dernières études montrent même pratiquement 100% de sensibilité et spécificité. Il y a environ 2,6% d'échecs et 2,2% où l'échantillon est insuffisant, ce qui y a très peu. Ces pratiques sont faites aux USA, en Chine, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. En France, il y a les premiers essais. Au niveau académique, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels on pourra revenir, mais un laboratoire privé Cerba propose ce test, qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, à 800 €. L'évolution, c'est dépister d'autres trisomies, et le problème, c'est savoir est-ce que c'est du dépistage ou du diagnostic. Pour l'instant, les études ont été faites dans des populations à risque, et pas sur des populations tout venant. Donc là, je vais conclure. En fait, vraiment, je pense qu'il faut bien différencier le dépistage et le diagnostic, qu'il y a une évolution rapide de ce dépistage, et dans les mois et les années à venir, on va parler de plus en plus du DPN non invasif, on n'a pas besoin de prélever, on fait juste une prise de sang. Et à mon avis, il y a une réflexion citoyenne à avoir, et dans les révisions de loi bioéthique, il faudra bien prendre conscience de ces évolutions technologiques par rapport au dépistage. Je conclus avec Jean-François Mattei, pour la 3e et dernière fois. Pour le diagnostic prénatal précoce qui nous occupe, un encadrement réglementaire approprié s'imposera bien sûr pour garantir la qualité des résultats et lutter contre les dérives commerciales, parce qu'aux États-Unis, c'est que des sociétés privées qui proposent ça, toujours à l'affût. Mais il faudra surtout développer encore et toujours l'accueil des personnes handicapées dans notre société pour que les familles ne se sentent plus abandonnées dans l'adversité. Ces personnes handicapées ont toute leur place parmi nous parce qu'elles détiennent une parcelle de la même humanité que nous. Donc je crois que je ne peux pas mieux conclure que cela. Et donc je remercie les personnes avec qui je travaille dans le service de génétique, les médecins de l'HFME avec qui on prend en charge les enfants porteurs de trisomie 21 et les 3 responsables des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénataux avec qui nous travaillons au quotidien. Je vous remercie. Je pense que ça va susciter un certain nombre de questions. Je te remercie pour ta clarté. Je te l'ai déjà dit hier en le relisant. La parole est à la salle. On va peut-être faire une question par une question parce que ça risque de moins se mélanger. On y va. Lorsqu'on parle de l'âge, plus on avance en âge chez la femme, plus le risque chromosomique existe. Est-ce qu'on sait pourquoi? On le constate, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Il y a des hypothèses, il n'y a pas de certitude. En fait, l'hypothèse principale, c'est que pour faire des gamètes, on fait une division particulière qui s'appelle la méiose, où on passe de 46 chromosomes à 23 chromosomes. Dans toutes nos cellules, on a 46 chromosomes. Si le papa donnait 46 et la maman 46, le bébé, il aurait 92. Donc en fait, on doit passer de 46 à 23. Cette étape s'appelle la méiose. Et chez la femme, cette méiose commence durant la vie en fait intra-utérine et reprend à chaque cycle. Et une hypothèse, c'est que la reprise 40 ans après du cycle de méiose serait perturbée du fait du temps. Mais il n'y a pas de certitude. Il y avait une question au dernier rang, voilà. C'est moi. C'est pas vraiment une question, mais bon. J'ai bien apprécié votre intervention, notamment lorsque vous avez dit qu'il n'y a pas de filière en ligne droite lors du dépistage. Moi, je voulais juste rajouter, si je peux me permettre, c'est le rôle de nos associations pendant toute cette période-là, à chaque étape, c'est-à-dire comment nous, associations, nous avons, à mon sens, la mission d'information, de compléter l'information par rapport aux couples en anténatal. Peu importe le positionnement personnel qu'on peut avoir, je pense que nos associations ont la mission d'accompagner les couples dans ce choix et les accompagner quel que soit le choix qu'ils font. Voilà, c'était juste la précision que je voulais apporter. Je vous remercie beaucoup pour cette précision qui est extrêmement importante, parce que je n'ai pas développé les autres modifications de la dernière loi de bioéthique, qui passent de l'obligation de proposer à l'obligation d'informer, mais aussi d'un délai de réflexion, qui est important, je pense, pour les couples, et aussi proposer aux parents, les associations de parents, c'est outillé, c'est écrit, et je pense que c'est important. C'est important à partir du moment où on est dans une zone à risque, c'est-à-dire dans la fameuse zone des 1 sur 250. D'autres questions?
Oui, moi. Oh, excusez-moi. Bon, je prends la question. Au premier rang, monsieur. À quoi peuvent être dus les faux positifs? Alors, les faux positifs, à quel moment? Parce que comme vous avez vu, il y a une évolution. Donc, vous voulez dire... Pour le dernier test dans l'ADN circulant. Oui. En fait, vous avez vu, les derniers, c'est des problèmes techniques, parce que c'est des techniques extrêmement nouvelles et difficiles, mais les derniers résultats montraient 100% de sensibilité et spécificité. Ce qui était, c'était des échecs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas assez d'ADN fœtal circulant dans le sang de la maman, ou alors il n'y avait pas assez de matériel de prélèvement au départ, en fait. Mais on est proche du 100%, on n'est pas à 100%. Après, sur les quelques faux positifs, les gens sont en train de voir pourquoi il y a eu un faux positif. Donc justement, la question, c'est est-ce qu'on appelle ça un dépistage, puisqu'en fait, c'est une probabilité, même si elle est très proche de 100%, où on va passer ça à un diagnostic, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a une certitude du résultat. Et le débat actuel est là-dessus. Est-ce que le D est dépistage ou diagnostic? Oui, je voudrais juste revenir sur la phrase de M. Mattei, qui est vraiment très bien. Simplement, je ne suis pas sûr, il a identifié comme problème les sociétés privées. Je crois que l'autre problème, c'est les médecins. Si vous interrogez un certain nombre de parents qui ont refusé soit le dépistage, soit après dépistage l'avortement, vous apercevrez qu'il y a un énorme travail à faire chez les médecins. Nous, personnellement, il y a 27 ans, ma femme a dû passer de l'Hôtel-Dieu pour suivre sa grossesse à Édouard Herriot, parce qu'ils ont refusé de suivre sa grossesse si elle ne faisait pas le diagnostic prénatal. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un cas isolé. Et donc il y a réellement une formation à faire auprès des médecins et pour leur expliquer que ce n'est pas éthique, que ce n'est pas leur travail, d'obliger en tout cas les parents à suivre leur idée à eux. Là. Je suis complètement d'accord avec vous et je trouve cette attitude regrettable. J'espère qu'elle n'existe plus. C'est pour ça que j'ai insisté. Non, ça existe toujours, ça je vous rassure. Je crois malheureusement, enfin on espère. C'est pour ça que j'ai insisté sur la diapo du fait que c'est pas obligatoire et durant les études de médecine, on insiste là-dessus. Mais bon, je crois malheureusement que effectivement ça existe peut-être encore. Oui. Mademoiselle au fond en noir. Oui. C'est que ma tante, elle a au moins, dans les 40 ans, et puis mon oncle, donc ils ont eu un enfant et puis ils ont eu, puis il y a un enfant qu'ils ont eu de la trisomie hépatine et puis je voudrais savoir si ils veulent le garder ou pas. Voilà. Donc je me suis demandé. Alors là, justement, je pense que ça rejoint un peu la question d'avant, c'est-à-dire que la décision, même si elle est difficile, revient aux parents et le rôle du médecin est d'accompagner et d'informer et les fameux centres de pluridisciplinaire, normalement, c'est leur mission. Les professionnels restent à disposition pour donner des explications, répondre aux questions, mais la décision de poursuivre ou non poursuivre la grossesse doit être une décision des parents, même si cette décision est extrêmement difficile à prendre. Et on revient sur ce que disait la dame, à savoir le rôle des associations pour informer les parents. Parce que dans une famille où il y a déjà des trisomiques, on sait ce que c'est qu'un trisomique, mais il y a certaines familles où on n'en a aucune idée. Et ça, c'est le rôle fondamental de toutes les associations. Je rejoins mais je pense, vous avez dit, il y a encore des endroits où ça ne va pas. Honnêtement, je pense que ça bouge beaucoup. La formation des médecins évolue. On n'est quand même plus du tout dans le contexte d'il y a 27 ans, même s'il y a encore des soucis. Il y avait plusieurs autres questions. Il y en a une. On va prendre au premier rang, puis ensuite on prendra le docteur Dexter, puis on prendra... Bonjour, je m'appelle Salomé, je suis trisomique en mosaïque et je voulais savoir quand on a un léger trisomique, si l'enfant va avoir une légère trisomique ou pas à l'accouchement. Alors là, il y a deux questions. Il y a la trisomie en mosaïque, effectivement, qui est 2 à 3% des cas, ce qui n'est pas la plus fréquente. Et effectivement, en fonction du degré de la mosaïque, les possibilités sont plus importantes. Et puis il y a la trisomie homogène, et en fait, on ne peut pas prédire sur la trisomie homogène les difficultés. On aimerait avoir des
possibilité de prédire. C'est une question très fréquente des parents en disant est-ce qu'il va avoir beaucoup de difficultés ou pas beaucoup de difficultés, et malheureusement on n'a pas la réponse. En l'anténatal, par exemple, on peut regarder s'il y a un problème de cœur. On sait qu'il y a un enfant trisomique sur 2 qui a des problèmes de cœur, ça on peut le voir à l'anténatal. Mais sur les difficultés d'apprentissage, sur éventuellement des problèmes ORL, etc., on ne peut pas le savoir avant la naissance. Je rebondis en prenant la parole très vite fait. Ça me renvoie à la question de Jean-Marc Richard tout à l'heure. La possibilité d'une mosaïque, est-ce que ce n'est pas une des possibilités de faux positifs du futur parce qu'il y a moins d'ADN? Oui, c'est certainement une des possibilités sur lesquelles il travaille, mais comme c'est 95% homogène, même 97%, parce que même les translocations sont homogènes. Après, le problème, c'est plutôt que, si on va rentrer dans les détails, l'ADN fœtal vient du placenta, et des fois, on a des problèmes sur le placenta. Donc, mais ça, c'est en cours d'étude. Oui, bonjour. J'étais la semaine dernière à une conférence de bioéthique avec le professeur Mattei et M. Nizan. Donc vous avez levé pas mal de points qu'ils ont évidemment évoqués sur le diagnostic. Le premier était l'intérêt économique du dépistage particulièrement marqué en France. Et en fait, il semblerait que si on ne dépistait pas tous les trisomiques, la sécurité sociale ne pourrait pas payer. Le deuxième point, l'âge de la mère, il semblerait que les très jeunes mères aussi ont un risque important. Alors, vous avez vu la courbe, ça dépend de ce qu'on appelle important. Le risque, c'est environ 1 sur 2000 à 20 ans. Après, il augmente surtout après 35-38 ans. Sûr, oui. Mais si 1 sur 2000, c'est important pour vous, c'est important. Je ne sais pas si on peut appeler ça important ou pas. Je pensais qu'il y avait une petite relevée sur les très jeunes mères. Non, pas spécialement, pas à ma connaissance. Et pas les dernières études américaines que j'ai lues sur le sujet. Et troisième point, donc, il y avait le DPI, enfin, pardon, le diagnostic préimplantatoire. Oui. Qui effectivement serait l'évolution de l'enfant merveilleux, donc à voir. Et quant au DPNI, ils en ont effectivement aussi parlé, qui pour l'instant, comme vous l'avez signalé, reste un dépistage et pas encore un diagnostic de certitude. Oui. Voilà. Non, mais... Question suivante. Oui, justement par rapport au DPNI, vous avez donc évoqué les poursuites de la recherche et des études qui ont lieu dans d'autres pays, y compris la France. Je voulais savoir où en étaient les autres pays et si, d'après vous, ça a un avenir et dans quel cadre on pourrait proposer éventuellement dans le futur cette technique. Vous parlez du DPNI ou du DPI? DPNI. DPNI. Non invasif. Donc en fait, là, il y a un certain nombre de lobbies en France qui jouent pour un remboursement très rapide de ce test en France pour pouvoir le proposer à toutes les femmes enceintes. Il y a une étude médico-économique qui est en train d'être faite, pilotée par l'hôpital Necker, pour voir si ce test a un réel intérêt par rapport au dépistage qui existe en France au niveau médico-économique, donc pas seulement médical et technique, puisque ça on sait qu'on sait faire, mais aussi au niveau économique. Est-ce que c'est juste les femmes qui sont dans le groupe à risque? Est-ce que c'est toutes les femmes enceintes? Est-ce qu'on vraiment diminue le taux de fausses couches, etc. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles ils sont en train d'essayer de répondre. Et donc d'autres, par exemple en Suisse ou en Belgique, etc., ou enfin en Allemagne, il y a des femmes qui vont payer et qui vont faire le test ailleurs. Maintenant, en France, il y a un laboratoire public